Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Mélissa, Bonjour Guillaume. merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, tous les dimanches à 20 heures, je vous propose l'interview d'une personne pertinente que je croise sur les réseaux. L'objectif, c'est toujours un peu le même, discuter ensemble d'amour, d'épanouissement amoureux. Et donc, j'aime bien pour ce faire, faire accompagner mes réflexions de professionnels pertinents de l'accompagnement. Ce soir, ce sera toi, Mélissa, bienvenue. Euh, Tu es coach de vie spécialisé en amour de soi. Donc, merci parce que c'est déjà, alors, c'est une première pour moi parce que c'est la première fois que j'ai en interview une Québécoise. Donc, c'est Yeah. bien. Ça va mettre un peu d'exotisme au niveau de la linguistique, c'est cool. Et puis, je crois que c'est la première fois aussi sur cette chaîne que j'ai en interview quelqu'un qui est spécialisé sur cette problématique de l'amour de soi, que je trouve ultra intéressante. Donc, pour lancer un petit peu les échanges, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui d'être dans cette activité-là? Ouais, bien sûr. En fait, mon parcours commence il y a à peu près 15 ans. OK, J'ai vécu dans mon adolescence beaucoup de manque d'estime de moi-même, beaucoup de manque d'amour de moi-même. OK, Je me dévalorisais beaucoup au niveau de mon physique, au niveau de mes compétences aussi. Je me sentais pas intelligente jusqu'à temps qu'un jour, je tombe sur la méditation qui a complètement changé ma vie. OK, À mes 18 ans, j'ai fait un shift comme un éveil spirituel et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser sur le développement perso et j'ai tranquillement, je suis rentrée dans le développement perso, j'ai découvert qu'est-ce que c'était le coaching de vie et officiellement, depuis un an, j'accompagne des personnes vers cette transition vers l'amour d'elles-mêmes. OK, top. Merci pour cette présentation. J'ai des milliards de questions qui me sont venues en tête. Euh, Tu parlais dans ton parcours personnel de manque d'estime de toi, de difficultés à plein de niveaux. Quelle conscience tu mets aujourd'hui sur ça? Qu'est-ce qui crée ça selon toi? Tu vois, spontanément, la question qui me venait à l'esprit, c'était de te demander, pour toi, est-ce que c'est un peu de l'inné ou de l'acquis? Tu sais, on entend beaucoup de trucs dans le développement personnel sur le transgénérationnel, ce genre de choses. Est-ce que Mm. dans ta conception des choses, c'est plutôt quelque chose qui est inné, avec lequel on est, ou est-ce que c'est un environnement qui favorise le manque d'estime de soi? C'est une excellente question. J'aurais tendance avant à croire que c'était surtout l'environnement. Je Ouais. crois encore que c'est ça. Et Ouais, aujourd'hui, je pense quand même que, il y a beaucoup de la génétique qui joue beaucoup. Euh, d'accord. En tout cas, une partie, pas que. Il y a aussi l'épigénétique qui rentre en ligne de compte, mais je pense vraiment que c'est un amalgame de tout. Mais très, très, très sur la majorité des choses, c'est, je pense, beaucoup plus ton environnement et avec qui tu t'entoures, qu'est-ce que tu regardes, comment tu te nourris donc, par tous tes sens. C'est Ok, vraiment ça, je pense, qui va déterminer. ok. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familiers de la différence entre génétique et épigénétique, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que je t'avoue que pour moi-même, je suis pas sûr que ce soit ultra clair. Donc, Ouais, non, je suis pas non plus une experte là-dedans, mais ce que j'entends de ça, c'est que la génétique, c'est vraiment ce qui passe de parents à grands-parents, enfants, grands-parents, parents, enfants, par les gènes. ouais, L'épigénétique, c'est plus les gènes qui vont évoluer grâce à ton environnement. d'accord, ok. C'est Et donc, j'abrège là, mais ouais, c'est ouais. un peu ça. Donc c'est l'influence de l'environnement sur les gènes et des C'est gènes sur ça, l'environnement en quelque sorte, quoi. C'est l'influence exactement. mutuelle, quoi. Ok, ok, super intéressant. Attends, je voulais te poser une autre question, elle m'est sortie de la tête. Du coup, euh, oui, peut-être rentrons tout de suite dans le vif du sujet de l'amour de soi, de l'estime de toi, notamment en évoquant ton parcours personnel. Tu as parlé de méditation. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses que toi, tu as mis en œuvre qui ont permis de reconstruire ton estime de toi, ta confiance en toi? Comment tu t'es sorti de cette situation? D'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais, pardon, je suis bavard, hein. C'est vrai ce que l'intervieweur qui parle plus que l'interviewé dans mes Non, ça interviews, va, ça c'est permet terrible. de réfléchir aussi à ce que je veux dire. Ouais. Ce que je trouve terrible dans ce que tu nous as dit, c'est cette importance de l'environnement. Et ce qui est terrible
bah, pour tous autant qu'on est, c'est que finalement, on n'a aucune influence sur l'endroit où on va naître. Donc, soit on tombe dans un environnement qui va nous galvaniser sur la confiance en soi, soit un environnement qui va nous mettre plus bas que terre. Donc, ça, c'est assez terrible à entendre. Donc, bah, du coup, je reviens à ma question. Comment on contrecarre ça, entre guillemets? Comment on fait que, bah, quel que soit l'environnement dans lequel on est né, on peut malgré tout se reconstruire une estime de soi pertinente pour être épanoui plus tard dans sa vie d'adulte? C'est sûr qu'en tant qu'enfant, il n'y a pas grand-chose à faire à part grandir et apprendre avec le temps, maturer de Mhm. ça. En tant que jeune adulte, en fait, c'est vraiment de se remettre en question, je pense. Moi, j'ai eu cette facilité cette facilité. Quelqu'un de très susceptible dans ma vie et en même Ouais, temps, je pense que cette susceptibilité a vraiment été un bénéfice pour moi parce que ça m'a toujours permis de me remettre en question. Parfois un peu ok. trop, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de vraiment avoir des switches assez rapidement. Donc, quand j'ai pris conscience que justement, certaines personnes n'étaient pas dans mes meilleurs intérêts, j'ai pris conscience en fait qu'à un moment donné, c'était tout ou rien. J'ai coupé plein de ponts avec plein de personnes. Je me Ok, suis presque retrouvée tout seule. Et d'accord. c'est un peu comme ça aussi que Ok. je pense qu'on a besoin de ça, de se retrouver vraiment toute seule avec soi-même. Super intéressant ce que tu me partages là. Finalement, c'est accepter de faire le tri autour de soi, sortir de sa vie les gens qui n'ont pas une contribution significativement positive à notre quotidien. Et puis, ben, pour oser faire ce tri, ça commence par accepter d'être potentiellement seul derrière, quoi. Absolument, ouais. Ouais. Et quelle recommandation tu aurais à formuler pour apprendre à accepter cette solitude? Parce que j'imagine que c'est difficile. Souvent, quand on manque de confiance en soi, peut-être que c'est aussi la présence des autres dans notre vie qui va Mhm. nous donner illusoirement de la valeur, une perception de valeur à nos propres yeux. Comment on se détache de tout ça, selon toi, peut-être sur la base de ton expérience personnelle? Mais moi, en fait, c'est surtout en me demandant qu'est-ce que je cherche à combler quand j'ai Ok. ce besoin absolu d'être avec d'autres personnes au détriment de mon propre bien-être. Ouais, En ce temps-là. Mais aujourd'hui, c'est plus, on va dire, vu que je suis quand même quelqu'un qui est très sociable, j'aime vraiment être avec des personnes, mais des fois, je ne calibre pas toujours mon énergie. Donc, quand je d'accord. suis dans cette énergie-là, je me demande qu'est-ce que je cherche vraiment à nourrir que je peux déjà à l'intérieur de moi nourrir. Parce qu'au fond, c'est qu'il y a des choses que on a tout en soi, mais on Ouais, n'a pas cette capacité à voir en soi avant. On a toujours tendance à aller chercher ce qui nous manque à l'extérieur. ouais, Donc, c'est vraiment de se ramener sur soi et se demander qu'est-ce que je cherche à l'extérieur que je peux essayer de trouver à l'intérieur de moi. ouais. J'adore ce que tu me partages là. C'est un truc que j'évoque souvent aussi dans mes contenus sur l'épanouissement amoureux, parce que ce que tu nous dis là, ben, ça s'applique dans plein de domaines, notamment en amour. On voit beaucoup de gens qui vont chercher à l'extérieur ce qu'ils sont pas capables de se donner à eux-mêmes, mais s'ils commençaient déjà par eux, de se donner à eux-mêmes ce qu'ils vont essayer de chercher dans une relation amoureuse, ça partirait sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup moins dépendant de la présence de l'autre dans notre vie. J'adore ce que tu dis. Et finalement, ce que tu nous dis, c'est aussi vachement nourrissant pour une éventuelle vie sentimentale, de commencer par soi, travailler d'abord sur l'amour de soi avant d'espérer que qui que ce soit d'autre puisse nous aimer, quoi. Parce que si on commence déjà pas par s'aimer soi-même, comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'autre de nous aimer? C'est ça? Absolument. Et je veux juste aussi ajouter, parce que je veux pas que Merci. les gens pensent qu'il faut absolument être rendu à un niveau d'amour pour soi-même avant d'être en couple ou d'être... En fait, l'amour de soi, ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que c'est quelque chose qui est infini. Aujourd'hui, Ouais, l'amour que j'ai pour moi-même, on va dire, elle peut être ici et avant, elle était là, mais je peux toujours aller plus haut, je peux toujours aller plus haut. Et ouais, le but, on ne va jamais se réveiller un jour en se disant, OK, aujourd'hui, je m'aime assez, j'ai plus besoin de travailler sur l'amour pour moi-même. C'est, il y a toujours un niveau de subtilité qu'on peut atteindre pour grandir cet amour en soi, que ce soit parce qu'on pense, parce qu'on choisit de consommer. On peut toujours consommer avec plus d'amour pour soi. On peut toujours penser avec plus d'amour pour soi. hmm, Donc, voilà.
C'est bien. Ah, je trouve ultra puissant que tu rajoutes ce complément. Euh, c'est vrai qu'on Je sais pas comment toi tu vis les choses avec tes clients, mais j'ai parfois l'impression qu'il y a des clients qui ont une vision un peu binaire, tu vois. J'en suis là, et quand je serai là, tout ira mieux et tout est réglé dans ma vie. Alors que finalement, c'est un chemin perpétuel quand on engage un travail sur soi-même. Tout l'enjeu, c'est juste de s'assurer qu'on a progressé par rapport à notre nous du passé et qu'on continue à avancer sur notre chemin. C'est vrai que, je, pardon, je suis Non, c'est bon, c'est bon. trop de trucs à dire. Je sais que le programme dans lequel j'interviens sur la séduction sur Internet, il y a beaucoup de mecs qui disent bah, je vais d'abord travailler sur moi avant d'espérer faire des rencontres sur les sites, quoi. Sauf que c'est des choses qui sont en parallèle, en fait. Un travail sur soi-même et en même temps, tu peux te lancer sur les sites de rencontres parce que finalement, les personnes que tu croises dans ta vie, eh ben, si tu matches aussi avec elles, c'est parce que sans doute il y a un match énergétique qui fait que chacun est à un stade de sa vie qui est propice à la rencontre, tu vois. Je suis totalement d'accord. Ouais, C'est aussi ce que j'avais en tête, c'est que souvent les gens, non seulement ils se disent, quand je vais atteindre ce niveau d'amour pour moi-même ou ce niveau de confiance en moi, c'est là que je vais pouvoir me lancer ou c'est là que je vais pouvoir. Mais il y a aussi l'inverse, il y a aussi les gens qui, parce qu'ils sont pas rendus là, ils commencent juste pas, parce qu'ils ont un ouais, idéal, parce qu'ils se disent qu'il faut que ça soit parfait, parce qu'ils ont peur de rater ou de se faire rejeter ou quoi que ce soit. Et c'est sûr et certain qu'il va y avoir, comme moi, mon chemin de l'amour pour moi-même, ça n'a pas été tout beau et toute une ligne, ça a eu beaucoup d'embûches et je me suis relevée beaucoup, j'ai tombé beaucoup et ouais, c'est ça qui fait que mais c'est ça, en fait, qui fait que vraiment l'amour de soi peut vraiment s'opérer. C'est quand on décide de s'aimer, même quand c'est difficile, même quand on ressent pas de l'amour, en fait. ouais. Ouais, c'est fou. Et tu sais, j'aime bien cette phrase qu'on entend beaucoup dans le développement personnel de parfois se poser la question, OK, la petite voix qu'on a tous en tête, est-ce que cette voix auto-jugeante sur nous-mêmes, est-ce que on, on accepterait de... Est-ce que ce serait acceptable de parler de la même manière à un de nos amis, tu vois? Hmm. Parce que finalement, on devrait tous être notre meilleur ami et donc se parler avec beaucoup de compassion, d'empathie, comme tu le dis là, pour ce qu'on est et même dans les moments où on faillit un petit peu, où on n'est pas au sommet de nous-mêmes, bah, s'accepter comme on est, quoi. Définitivement. Ça Ouais, demande aussi beaucoup de conscience de soi, je pense. ouais, ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, hein, je suis passé par la méditation. Je trouve que ça fait tellement grandir, mettre de la clarté sur tout ce qui se passe dans nos têtes. J'aime bien Hmm. aussi écrire beaucoup. Je trouve que ça aide à mettre de la clairvoyance. Euh, Toi, avec tes clients, sans vouloir rentrer trop dans le détail de ce que tu pratiques, mais ça se passe comment habituellement? Enfin, comment tu accompagnes cette transformation vers une meilleure estime d'eux-mêmes? Ben, c'est sûr que le process, c'est souvent, en fait, j'essaie de les amener à accueillir les parties d'elles-mêmes Hmm, qu'elles rejettent, en fait. Parce que souvent, ouais, pour moi, l'amour de soi, c'est être capable d'accueillir pleinement tout ce qu'on est. Et ouais, quand je vois que quelqu'un déjà ne s'aime pas ou se sent comme incompétente ou peu importe quelle étiquette dévalorisante qu'elle se met parce qu'elle réussit pas quelque chose ou parce qu'elle anticipe quelque chose qui est peut-être trop gros pour elle, ouais. j'essaie de déjà la faire voir en quoi déjà ces parties d'elle-même déjà la servent, ces parties qu'elle essaie de rejeter, en quoi ces Mhm, parties la servent en réalité, en quoi elles ont permis de faire en sorte qu'elle est qui elle est aujourd'hui, d'avoir les expériences qu'elle a aujourd'hui. Puis de là, ben, on peut dire, OK, ça a été utile, maintenant c'est obsolète. Comment je peux faire pour faire émerger une nouvelle partie de moi ou en tout ouais, cas accueillir tout ce que je suis vers un futur moi qui m'inspire encore davantage, sans rejeter son passé, sans rejeter ces parties de soi qu'on n'aime pas, mais au contraire de vraiment embrasser tout. Et je t'en parle et j'en ai des frissons parce que pour moi, c'est vraiment de là qu'est part la transformation. ouais. Quelle, euh, zut, que je veux dire, quelle conscience tu mets, toi, sur l'origine profonde de tu sais, de ces auto-jugements, du rejet
des parts de soi-même dont tu parlais là, c'est des choses qui viennent d'où dans la plupart du temps dans ton expérience avec tes clients? Ça peut venir vraiment de plein d'endroits. Ça peut venir de notre enfance, ça peut venir Ouais, de, bien sûr, l'injonction des parents, ça peut venir de l'injonction de l'école. Euh, ouais, Souvent, c'est vraiment dans la petite enfance que tout se joue en réalité, hein. ouais, Euh, et en fait, les expériences futures font que mettre de la lumière sur les choses qu'on n'a pas guéries quand on était enfant ou ouais, adolescent. Mais généralement, d'accord. c'est souvent, très souvent en enfance. Ok, Euh, Moi, je pense quand même quand on naît, un enfant naît, quand un bébé naît, il naît presque pur, vraiment. C'est ouais, vraiment son environnement. Après, oui, comme j'ai dit, il y a aussi une partie qui est génétique, mais si l'enfant est dans un environnement propice à l'amour de lui-même, ça va être beaucoup plus facile pour lui de développer une bonne estime de lui-même, une bonne confiance en lui. ouais, ok. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'ai aussi cette conviction profonde qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pendant l'enfance et qui après se réactivent au cours d'événements similaires qui viennent relancer un petit peu ce trauma de la petite enfance. Toi, tu gères ça comment avec, euh, avec les gens avec qui tu travailles? Tu creuses aussi au niveau de l'enfance ou comment tu gères ça sans vouloir me montrer indiscret? Ça dépend. Honnêtement, il y a des fois où ce que ça peut être vraiment nécessaire. Quand si je Ouais. vois que la personne vraiment résiste, ou s'il y a encore des émotions qui sont très fortes, ou Mhm. si on arrive à, on touche on va dire on touche à quelque chose qui génère de l'émotion. On a passé à travers un travail d'équilibrage des perceptions, on a réussi à, et qu'il y a encore un blocage, ben c'est là qu'il faut aller plus loin. Parce que Ok, des fois, juste avec le souvenir les plus récents, on peut passer à travers une situation, mais des fois, il faut vraiment aller creuser. Puis, c'est, très souvent, c'est là qu'il y a le plus douloureux parce que c'est là la source d'accord. de la souffrance, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu recommanderais justement par rapport à ça aux gens qui nous regardent? Euh, Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire pour essayer d'identifier, alors je ne sais pas s'ils peuvent initier quelque chose par eux-mêmes, mais pour essayer d'identifier un petit peu les origines profondes de leur manque d'estime de soi? D'abord, je pense que j'ai toujours le même processus dans comment je travaille, c'est tu te ramènes toujours à ton corps en premier. Ton D'accord. corps, c'est ton premier indicateur, c'est lui moi, j'ai la forte croyance que notre corps est extrêmement intelligent, qui est vraiment l'intelligence du corps, on la sous-estime même trop. Ouais, Et à la seconde où est-ce qu'on est capable de développer cette conscience du corps, cette conscience de nos ressentis et le processus d'accueil de nos ressentis, d'accueil de nos émotions, là, on est capable de toucher à quelque chose parce qu'on fait de la place, parce que les émotions, c'est que de l'énergie qui ont besoin de circuler. Puis ouais, plus on fait de la place dans notre corps, plus on fait de la place dans notre esprit aussi. ok, Donc, puis on commence, c'est comme une forme de méditation pleine conscience, on peut dire. ouais, Mais pour moi, ça se ramène vraiment à qu'est-ce que tu ressens maintenant, accueille ce que tu ressens, écoute ce que ce ressenti te dit, puis après, il n'y a pas besoin de juger, il n'y a pas besoin de comprendre. Le processus de guérison est déjà en train de se faire à ce moment-là. ouais, ok. Super intéressant ce que tu partages. Et je trouve ça, comment dire, d'une simplicité incroyable. Et en même temps, pour des tas de gens, c'est ultra difficile, tu vois, de s'arrêter un instant, d'arrêter toutes les distractions, de se concentrer pleinement sur soi-même, de se demander ce qu'on ressent. Hmm. Ouais, je te dis ça moi-même, il y a encore quelques années, j'étais en mode pilote automatique, tu vois. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes comme ça qui ont du mal à se mettre à l'écoute d'eux-mêmes, qui vivent un mode pilote automatique avec un monde de distraction. Tu vois, on en connaît tous hein, des gens qui sont Mhm. dans le consumérisme et qui vont Ouais. sans doute chercher à s'anesthésier le cerveau comme ça pour ne surtout pas regarder à l'intérieur d'eux. Tu aurais envie de dire quoi à ces gens-là? J'ai envie de leur dire déjà d'être 100% honnête avec eux-mêmes parce que Mm. pour certains,
ce mode de fonctionnement peut, on va dire, leur convenir de façon superficielle. Et OK. c'est totalement OK. Ils vivent une vie totalement sans se questionner. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Et j'ai aucun jugement là-dessus. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui, justement, ils vont pas être bien là-dedans, mais ils vont pas se questionner, ils vont pas oser chercher à l'intérieur d'eux, c'est quoi la source de cette recherche de distraction. Donc, moi, j'ai juste envie de leur demander, en fait, comment tu te sens vraiment à l'intérieur de toi? C'est quoi, est-ce que ce mode de fonctionnement-là vraiment te convient? Si Mmh. oui, OK, fais comme bon te semble. Sinon, ben là, il y a quelque chose à creuser. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça te pousse à aller chercher cette distraction ou à pas aller prendre ce temps pour toi, en fait? Ouais. Qu'est-ce que tu as aussi peur d'aller trouver à l'intérieur de toi que, qui te fait empêcher d'aller vers Ouais. cette profondeur? Ouais. Je comprends. Ouais. J'adore. J'adore. C'est vrai que ouais, j'ai un peu l'impression parfois, alors je sais pas comment toi tu perçois les choses, mais quand, quand je regarde autour de moi, bah, je vois parfois des gens, sans vouloir faire de raccourcis faciles, mais où il y a un peu cette impression de fuir sa vie par de Mhm. l'alcool ou par de la drogue ou enfin, des addictions quelles qu'elles soient, pour justement pas oser regarder en face tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et puis tenir d'une certaine manière dans ce quotidien potentiellement insatisfaisant, quoi. Exactement. Ouais, Je pense que la meilleure question déjà pour éveiller ces réponses, ou en tout cas amener cette prise de conscience, c'est déjà se demander pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais cette action? Ou pourquoi est-ce que j'ai subitement envie d'aller vers ça? ouais, Qu'est-ce qui se joue en l'intérieur de moi, en fait? Mais juste le pourquoi, puis vraiment se répondre avec authenticité, avec honnêteté, pas juste pourquoi parce que j'en ai envie. Non, non, vraiment. Pourquoi est-ce que tu te choisis et je pense aussi que le désir, ça peut être quasiment un choix en quelque part. Je peux ouais, choisir de désirer de prendre soin de moi versus de pas prendre soin de moi. ouais. Donc, c'est un autre sujet, Ouais, mais ce que tu veux dire, c'est observe et décide, mais décide en conscience, quoi. En, absolument. voilà. Sois conscient de la réelle raison pour laquelle tu fais les choses. Exactement. Ok, j'adore, j'adore. Euh, on parle beaucoup de confiance en soi. Tu sais que le mathématique sur cette chaîne YouTube, c'est l'épanouissement amoureux. Mhm. Euh, toi, comment tu vois l'amour ou la relation amoureuse? Comment tu définirais ça et notamment à la lumière de ce que de ton travail au quotidien sur l'estime de soi? Alors, pour moi, je ne sais pas si je vais répondre exactement à ta question, mais pour moi, une relation de couple, déjà, c'est pas censé être que beau, que parfait et que harmonieux. Je pense que Ok, vraiment, le couple, c'est un terrain pour grandir ensemble. Puis pour ok, grandir, c'est comme s'entraîner. Tu as besoin de forcer, tu as besoin de relâcher. Tu as besoin de soutien, tu as besoin de challenge. ok, Donc, pour que vraiment un couple puisse s'épanouir, déjà, c'est de savoir que oui, il y aura des choses qui vont nous titiller, mais parce que c'est normal, parce qu'en même temps, c'est des choses que moi-même, j'ai besoin de voir à l'intérieur de moi pour apprendre à aimer, ouais, ou c'est parce que j'ai besoin d'accueillir pleinement. Et c'est des choses que j'ai besoin de traverser. Donc, à chaque fois que l'autre me renvoie quelque chose qui me dérange, c'est encore une fois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir à l'intérieur de moi? Donc, le cours, pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu spirituel dans lequel deux personnes ont envie de vivre la vie ensemble dans l'amour, le plaisir, l'amusement, ouais, mais en pleine conscience, en fait. j'adore. Ultra riche cette réponse-là. Purée, j'adore. Je t'avoue que je sors d'un live tout à l'heure avec mes acolytes du dimanche soir, donc euh, je suis pas sûr d'avoir toutes les ressources cognitives pour bien saisir toute la portée de ce que tu nous partages là. Peut-être qu'il faudra que moi-même je regarde la vidéo de cette interview.
J'adore, je trouve que c'est ultra puissant. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'estime de soi, euh, pour toi, euh, c'est vraiment un, euh, c'est vraiment un prérequis d'initier quelque chose sur soi-même avant d'espérer pouvoir être épanoui en couple un jour? Enfin, si on a cette base de manque d'estime de soi? Est-ce que c'est un prérequis dans le sens que est-ce qu'une personne qui n'a pas d'estime d'elle-même peut vivre heureuse en couple? Peut-être. Ça, j'ai pas encore la réponse à ça. Par contre, Ouais. est-ce que ça peut grandement bénéficier de faire un travail sur soi avant de, ou en tout cas d'être dans cette conscience? C'est pas, comme on l'a dit tantôt, une personne n'est pas obligée d'être rendue à un niveau spécifique d'amour d'elle-même. Oui, bien Mais sûr. juste le fait d'en avoir conscience que, OK, Ouais. il y a un travail sur moi que j'ai à faire, juste ça, c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent même pas mettre de la lumière et sur le travail qu'ils ont à faire. Ils veulent même pas admettre, en fait, qu'ils s'aiment pas ou qu'ils n'ont pas d'estime Ah oui, d'elles-mêmes. Donc, juste d'accord. le fait de l'admettre et le fait d'avoir conscience, parce que dès qu'on en a conscience, ben, le cerveau, il aime la cohérence, il aime les choses qui font du sens. Donc, à chaque fois qu'on va faire quelque chose qui va être incohérent sur ce qu'on a pris la conscience, Ouais. ben, il va y avoir quelque chose qui va nous déranger. Ouais. Donc, c'est la première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience. Après, le chemin peut se faire seul ou en couple, ça, je suis certaine. Ouais, je trouve super intéressant ce que tu partages là, cette notion d'auto-aveuglement qu'on a tous plus ou moins sur tout ce qui nous travaille à l'intérieur de nous-mêmes et qui peut potentiellement empêcher l'épanouissement au sens large et l'épanouissement amoureux en particulier. Est-ce que, est-ce que toi, par rapport à l'épanouissement dans une relation de couple, est-ce que tu vois d'autres freins aussi à cet épanouissement à deux? Là, tu évoquais déjà l'auto-aveuglement, mais c'est quoi pour toi les principaux freins dans notre société actuelle à, à une relation de couple sincère et épanouissante à deux? Je pense que la première chose qui me vient, c'est vraiment de croire que c'est l'autre qui me fait ressentir quelque chose, que ce soit D'accord. positif ou négatif, hein. Ouais, C'est-à-dire que si j'ai une dispute avec mon chéri et que il me dit quelque chose que j'ai pas aimé et que là, j'associe ce ressenti à c'est sa faute, c'est à ouais, cause qu'il m'a traité comme ça ou c'est parce qu'il m'a dit ça que je ressens ça. Dès là, ouais, on perd notre pouvoir. ouais, Et donc, dès qu'on perd notre pouvoir, on remet tout sur la responsabilité de l'autre et on se dit, moi, j'ai plus rien à faire, c'est sa faute, c'est à lui à travailler. Je pense que ouais, c'est un des grands freins aussi à l'épanouissement d'un couple. ouais. Ok, j'adore. Ouais, donc là, la déresponsabilisation, finalement, ce que tu nous dis, c'est Exactement. refuser de prendre sa part de responsabilité et se positionner juste en victime de notre vie sentimentale, quoi. Exact. Ouais. Ouais. D'autres freins qui te viennent à l'esprit, comme ça, s'il n'y en a pas d'autres, c'est OK. J'aime bien siphonner le cerveau de mes interviewés, tu sais. J'adore, j'adore. Écoute, ben c'est sûr que dire les choses sur le moment, ou en tout cas dire les choses, que ce soit sur le moment ou pas, Ouais, c'est extrêmement important. Être ouais, authentique avec ses ressentis. Tu vois, une fois qu'on a pris conscience que nos ressentis, c'est pas l'autre, mais c'est soi, ouais, c'est extrêmement important si ces ressentis sont associés à quelque chose qu'on a besoin de dire, et généralement c'est le cas, c'est important vraiment de le dire. Que ouais, ça soit durant l'émotion ou que ça soit après que l'émotion se soit atténuée. Mais il y a vraiment ce besoin d'exprimer à l'autre la vérité, en fait. C'est le OK. plus important, je pense. Ouais, cette communication en toute transparence, en toute Ouais, sincérité, authenticité, dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les vit, euh, que ça puisse plaire ou déplaire en face, mais au moins rester aligné avec soi-même, quoi. absolument. Ah, j'adore. C'est complètement en ligne. Je savais qu'on s'entendrait bien dans cette interview, Mélissa. C'est complètement en ligne avec les idées que je partage sur ma chaîne. Yeah. Euh, Toi, peut-être que je pose encore cette question-là et peut-être après, j'arrêterai de t'essorer le cerveau.
là-dessus. Comment tu vois évoluer l'amour à l'avenir? Est-ce que est-ce que tu vois des choses particulières, des tendances se dessiner que tu anticipes pour l'avenir? Hmm. C'est c'est une très bonne question. Moi, c'est sûr que j'ai vraiment toujours cette coutume de croire que l- pour que le monde change, ça commence déjà toujours par soi. Ok. Je pense que dès lors que plus de monde comme toi, comme Mm. d'autres personnes qui ont à cœur de vraiment partager ce message de l'épanouissement dans le couple, l'épanouissement en soi, je pense que, puis on s'en va vers ça. Et d'après moi, il y a vraiment un éveil qui est en train de se faire. De plus en plus de gens veulent des relations beaucoup plus authentiques et on a le choix. C'est pas comme avant que quand on se mariait, c'était Ouais. pas toujours par amour. Aujourd'hui, les gens sont conscients de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, pourquoi est-ce qu'ils veulent. Mm. Donc, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de quand même positif, même si d'autres choses sont assez, voilà, on s'enligne un peu dans deux avenirs un peu assez opposés. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment confiance que l'amour est vraiment plus fort que tout, en fait. Que le vrai Ouais. amour, là, celui qui est prêt à challenger et à soutenir, pas celui qui aveuglément accepte tout, mais vraiment Ouais. celui qui est prêt à faire grandir l'autre, même si c'est inconfortable. Ouais. C'est vraiment ça qui va permettre un vrai changement dans ce monde. Ouais. J'adore ce que tu partages. En t'écoutant, je me faisais la remarque à moi-même. Je me dis, ouais, finalement, historiquement, pendant longtemps, les mariages, c'était des arrangements pour un cadre stable et sécurisé, où il n'y avait pas forcément de l'amour. Après, c'est devenu un choix par amour, mais un amour imposé sur le long terme, avec en mode, on a décidé maintenant, on se doit la fidélité pour toujours. Maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est toujours un choix par amour, mais avec aussi le choix par amour de sortir de la relation si elle ne nous permet plus de grandir. Parce que la finalité, c'est de grandir, de s'épanouir et pas seulement de rassurer son besoin de sécurité intérieure, quoi, j'ai l'impression. Ouais, Je suis totalement d'accord. Et si tu me permets, j'ai envie d'ajouter quelque chose que j'ai entendu vas-y. récemment. C'est Ouais, que quand deux personnes s'aiment et qui se sont vraiment aimées, même si elles arrivent à un jour où est-ce qu'elles doivent se séparer, l'amour reste quand même. ouais, Si l'amour était vraiment là, si c'était ouais, vraiment une vraie relation d'amour, l'amour reste toujours là. ouais, Donc, je pense que quand on va être de plus en plus dans ce vrai amour, ben, quoi qu'il arrive, que la séparation arrive ou non, il n'y aura plus ces envies ou ces jalousies ou ces frustrations, en fait, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, tout est fait sur mesure pour soi, pour que la relation arrive à terme ou pas, pour que nous, on arrive à notre niveau d'évolution à lequel on est maintenant. Puis, si tout est fait par amour, honnêtement, il n'y a pas de question à se poser. ouais. Il y a juste à le vivre en pleine conscience, quoi. C'est ça. Exactement. J'adore. Mais écoute, Mélissa, je pense qu'on va conclure là-dessus. L'amour, c'est l'éveil de la conscience et l'acceptation des choses telles qu'on a besoin de les vivre sans les manipuler ou les instrumentaliser. Je te remercie à toi, je te remercie pour cet échange. C'était très cool. Merci à Euh, toi. Comme je le fais d'habitude, je mettrai dans la description de cette vidéo les références vers ton contact, ton profil Facebook, ton site internet si tu en as un, que les gens puissent te joindre s'ils ont apprécié les idées que tu as partagées. Merci en tout cas d'avoir pris un peu du temps pour répondre à mes questions. C'était très cool. Et C'est puis, un grand bah, plaisir. Merci à toi, vraiment. avec plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine, dimanche 20h, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour l'interview d'une nouvelle personne, un nouveau professionnel de l'accompagnement pertinent comme Mélissa, que j'ai rencontré par hasard. Hein, je n'ai même pas placé le contexte, mais par hasard sur Facebook, au gré d'un post que j'avais trouvé très pertinent, je me suis dit, oula, cette personne-là, il faut qu'on parle. Et et l'histoire m'a donné raison, donc tant mieux. Merci à toi, Mélissa. À bientôt à tous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.